Merci. Avant tout, merci beaucoup aux organisateurs. C'est un vrai plaisir d'être à Aléa, comme d'habitude, et d'être ici aujourd'hui pour vous présenter donc ces travaux qui sont en collaboration avec Jean-François Marquer, qui malheureusement n'est pas là cette semaine. Donc, le titre fait un peu peur, mais on va commencer par quelque chose que vous avez déjà vu plusieurs fois à Aléa. Donc, ce sont les urnes de Polya. Donc, une urne de Polya, c'est un processus stochastique qui représente la composition d'une urne. Donc, vous avez une urne que j'ai dessinée ici, et dans votre urne, vous avez des boules de différentes couleurs. Donc, ici, sur le dessin, vous avez des boules rouges et des boules noires, et vous avez décidé de ce qu'on appelle une règle de remplacement, donc qui est dessinée ici. Et je vais vous montrer comment ça marche. À chaque étape, on va tirer uniformément au hasard une boule dans l'urne, et on va regarder sa couleur. Donc ici, elle est rouge, ça veut dire que je vais appliquer la loi de remplacement de la première ligne ici. Donc je vais remettre cette boule dans l'urne, accompagnée de 3 autres boules rouges. Voilà. Évidemment, si elle avait été noire, j'aurais appliqué la deuxième règle. Et je fais ça, ainsi de suite. D'accord ? Donc pendant longtemps. Et la question qu'on se pose en général, c'est de savoir quelle est la composition de l'urne après un certain temps. Alors évidemment, dessiner des règles de remplacement comme ça, c'est un peu galère. Donc on va les écrire dans des matrices. Donc ici, 3, 0, 1, 2. Voilà. Et donc, mon urne de Polya, c'est tout simplement un processus de Markov qui dépend de 2 paramètres. La composition initiale, que je note U de 0, donc c'est un vecteur. Le vecteur, c'est le nombre de boules dans l'urne au temps 0, le nombre de boules rouges dans l'urne au temps 0, le nombre de boules noires dans l'urne au temps 0. Et la matrice de remplacement, donc, qui est l'équivalent de cette chose-là, mais avec 4 nombres quelconques, A, B, C, D. Et donc, je m'intéresse au comportement de ce vecteur U de n, la composition de l'urne au temps n. Alors, je vais très vite vous énoncer un résultat qui est assez ancien, mais qui vous donne, sous certaines conditions, que la convergence du processus, du vecteur de composition. Très bien. Donc, j'ai besoin de faire quelques hypothèses. Donc, l'hypothèse que j'appelle positivité, qui s'appelle tenability en anglais. Donc, tout simplement, c'est demander qu'au temps 0, j'ai au moins une boule dans l'urne. C'est assez raisonnable, sinon il ne se passe rien. Et que les coefficients de ma matrice sont positifs ou nuls. Et aussi, j'ai besoin que ma matrice soit irréductible. Donc, je demande que le produit BC soit différent de 0. Et sous ces conditions-là, grâce au théorème de Perron-Frobenius, vous savez que la matrice de remplacement admet une plus grande valeur propre réelle, que j'appelle lambda 1, et je vais appeler V1 le vecteur propre de Frobenius associé à cette plus grande valeur propre lambda 1. Eh bien, sous ces conditions-là, vous avez un théorème par Atreya-Henné, ou peut-être par Atreya d'ailleurs, mais qui en tout cas est énoncé dans le livre de Atreya-Henné, qui vous dit que le vecteur composition, donc U de n divisé par n, converge presque sûrement vers le vecteur V1, donc le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. Donc vraiment un très joli petit théorème qui vous donne convergence presque sûre de la composition de votre urne. Très bien. Alors en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc ce théorème-là, c'était dans les années 60 et il s'est passé beaucoup de choses que je vais énoncer dans ce transparent. Donc en 30 secondes, voilà ce qui a été fait, entre autres, sur les urnes de Polya. Donc on peut faire évidemment à plus que 2 couleurs, un nombre fini de couleurs. On peut faire des cas non irréductibles. Que se passe-t-il quand la matrice de remplacement est triangulaire ? On peut faire des matrices de remplacement aléatoires, donc qui changent à chaque étape. On peut tirer plusieurs boules à la fois dans l'urne, etc. On peut faire plein de choses avec plein de méthodes. Donc originellement de la combinatoire, puis des probabilités. Donc Atreya, c'était plutôt par des méthodes probabilistes, des algorithmes stochastiques et aussi de la combinatoire analytique. Et vous avez ici une liste non exhaustive d'auteurs. Et parmi ces auteurs, il y en a plusieurs dans la salle aujourd'hui. Voilà. Bon, en vrai, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'évidemment aussi, une fois qu'on a vu qu'on pouvait faire des urnes à 2 couleurs, des urnes à des couleurs, j'espère que ça vous semblera naturel d'avoir envie de faire des urnes à une infinité de couleurs. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cet exposé. Alors moi, je trouve ça très naturel et très intéressant. Je me suis dit que vous ne me croiriez peut-être pas, mais voilà, ici c'est Svante Jansson dans son très joli papier sur les urnes de Polya qui dit que c'est très intéressant. Voilà. Alors, et ça a déjà partiellement été fait, donc on s'est inspiré de travaux de Bandyopadhyay et Thakur, donc une série de 3 articles, et donc on a fait des choses un peu plus générales et mis les choses dans un contexte un peu plus général.
Donc je vais commencer tout de suite par vous définir ce qu'on a défini et ce qui pour nous est une généralisation à un nombre infini de couleurs des urnes de Polia. Et on a appelé ça les processus de Polia à valeur mesure. Donc l'idée, on va déjà regarder le dictionnaire ici, c'est qu'on va prendre un ensemble de couleurs qui est un ensemble P qui est très très général. Donc P, ça peut être n'importe quel espace polonais. Alors un espace polonais, c'est juste l'espace le plus simple sur lequel on peut faire des probabilités. Alors dans votre tête, vous pouvez prendre Z ou R, par exemple, je vous suggère pour la suite de l'exposé, mais ça peut être par exemple tout espace métrique complet. Donc par exemple, Xavier Caruso, il connaissait, et il aime beaucoup le complété de Q pour la mesure d'évaluation p-adique. Donc pendant tout l'exposé, il va imaginer que l'ensemble des couleurs, c'est cet ensemble-là. Pour nous, simples mortels, peut-être R, c'est bien. Et donc, la composition de mon urne, au temps n, ça va être mn, et c'est tout simplement une mesure positive sur cet ensemble des couleurs P. Voilà, donc mon dictionnaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout ensemble mesurable B inclus dans P, donc pour tout ensemble de couleurs qui est mesurable, mn de B, c'est la masse des boules de couleur B dans l'urne au temps n. Très bien. Donc, comme pour mon urne de départ, mon processus va dépendre de deux paramètres, la composition initiale, qui maintenant s'appelle M0, et qui est tout simplement une mesure positive sur l'ensemble des couleurs, et l'équivalent de ma matrice de remplacement, qui sont des mesures de remplacement. Donc, pour toute couleur X, dans mon ensemble de couleurs P, j'ai associé une mesure de remplacement R indice X, qui est tout simplement une mesure positive sur P. Comment mon processus évolue-t-il? Exactement comme l'urne de tout à l'heure. Au temps n+1, je vais tirer une couleur au hasard dans mon urne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma couleur aléatoire, que j'appelle xi n+1, elle est tirée selon la loi mn, selon la composition de l'urne, renormalisée par sa masse totale pour que ce soit une mesure de probabilité. On s'en fout, mais oui, enfin bon, voilà. Ah pardon. Alors bon, si, il va y avoir des hypothèses de finitude. Voilà, donc leur masse va être tout le temps finie. Sinon, on ne sait rien faire, pour l'instant. Et donc, l'idée, c'est que vous avez tiré la couleur xi n+1, au temps n+1, et donc vous ajoutez à votre composition, vous lui rajoutez la mesure de remplacement associée à la couleur que vous venez de tirer. Très bien. Je vais vous convaincre que, en fait, ça contient bien les urnes à deux couleurs. Et puis comme ça vous fait un petit exemple. Donc, dans le cas originel de l'urne à deux couleurs, j'avais ma composition initiale qui me disait que j'avais U1 boule rouge au temps 1, U2 boule noire au temps 0, U1 boule rouge au temps 0, U2 boule noire au temps 0. Maintenant, j'appelle mes couleurs 1 et 2. Okay? Autrement dit, j'ai mes mesures de remplacement qui sont maintenant des mesures. Donc ici, vous la voyez, la mesure associée à la couleur 1, donc à la couleur rouge, c'est tout simplement, je vais rajouter une boule rouge, donc j'ai une petite masse de Dirac en 1, et une masse de Dirac, mais 3 fois, de masse 3, en 2, pour dire que je vais rajouter 3 boules noires si jamais j'ai tiré une boule rouge. Donc, mettons qu'au temps n, j'ai cette mesure de composition-là, ce qui veut dire que j'ai 4 boules rouges, 6 boules noires. Je tire une couleur selon cette mesure-là renormalisée, pour que ce soit une probabilité. J'ai tiré la couleur 1, donc la couleur rouge, donc je vais rajouter à Mn cette petite mesure-là. Donc un petit Dirac 1 et un petit Dirac 3. Okay, hop, voilà, et ainsi de suite. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'une urne à deux couleurs. Donc c'est bien une généralisation, si vous voulez, on n'a pas changé de modèle. Alors évidemment, maintenant on peut s'amuser à faire des choses beaucoup plus compliquées. Au lieu d'avoir juste un petit histogramme sur 1, 2 ou sur 1, 2, 3 jusqu'à D, je peux faire un petit histogramme sur Z. Donc là, ma mesure de remplacement, ça devient un histogramme sur Z, et mes mesures de remplacement deviennent aussi des histogrammes sur Z. Mais en fait, je peux faire encore mieux, pourquoi pas des densités sur R ou sur QP. Voilà. Pourquoi pas. Et donc, évidemment, quand vous avez des densités, on ne peut plus vraiment parler de boules, parce que mes boules, elles ont un point infinitésimal. D'accord? Mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer à dire boules, mais c'est plus vraiment des boules, c'est de la poussière. Donc évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux prouver un théorème du genre de celui que je vous ai montré sur la première slide? Est-ce que je peux montrer convergence de ce processus? Alors je vais ici faire une petite remarque quand même pour dire que du coup, je veux faire converger des mesures
Alors voilà, je vais utiliser la convergence faible, qui est tout simplement définie comme ceci. Donc on dit que la mesure μn converge faiblement vers la mesure mu si pour toutes les fonctions test continues bornées de mon espace de couleur vers R, j'ai convergence de l'intégrale de f contre μn vers l'intégrale de f contre mu. Bon. Donc c'est la topologie que j'utilise sur l'ensemble des mesures. Voilà, alors pour pouvoir vous énoncer le théorème, je vais avoir besoin de définir quelques petites choses. Donc notamment, un objet assez important, c'est qu'à tout processus de Polya à valeur mesure, je vais associer ce que j'appelle une chaîne de Markov compagnon. Donc elle est aussi définie par les deux paramètres de mon modèle, donc la mesure de composition initiale et les mesures de remplacement, et elle est définie comme suit. Donc sa mesure initiale, donc W1, va être distribuée comme M0, renormalisée. Donc je tire ma première... Ok, c'est une chaîne de Markov sur les couleurs. La couleur W1 est tirée selon M0 et le noyau de ma chaîne de Markov est donné par les mesures de remplacement. Si vous ne savez pas ce que c'est un noyau, ce n'est pas très grave. Vous imaginez qu'autant n, Wn c'est la couleur X, et bien pour trouver la couleur Wn plus 1, je la tire au hasard selon la loi de remplacement associée à la couleur X. Okay, donc à chaque étape, votre chaîne de Markov vaut une certaine couleur, et pour avoir la couleur d'après, vous la tirez au hasard selon la mesure de remplacement de la couleur au temps n. Très bien. Une petite définition. Donc on va dire que ma chaîne de Markov, elle est AN-BN convergente si elle converge à renormalisation près, et ma renormalisation... Ah, je l'ai appelée... Ah oui, non. Et ma renormalisation, c'est BN. Donc je soustrais BN, je divise par AN, et ça converge en distribution vers une distribution gamma. Très bien. Et je vais dire qu'elle est ergodique, donc AN-BN ergodique, si cette distribution gamma ne dépend pas de la distribution initiale de ma chaîne de Markov. Donc vous commencez par n'importe quel état, n'importe quelle distribution pour W1, et elle va toujours converger vers gamma. Très bien. Ce sont les hypothèses de mon théorème. Alors on va aller doucement les regarder. La première, c'est exactement pour ce que Nicolas a dit, j'ai pas envie d'avoir des mesures infinies, et aussi je veux démarrer avec au moins une boule dans l'urne, donc c'est vraiment ma condition de positivité du départ, si vous voulez. Je démarre avec une masse non nulle, et je veux pas démarrer avec une masse infinie, en tout cas dans cet exposé. Donc ça, c'est vraiment facile. La deuxième, c'est je veux m'intéresser à une urne équilibrée. Alors dans le cas d'une urne à des couleurs, ça voulait dire qu'à chaque étape, je veux connaître exactement le nombre total de boules dans mon urne. Donc, nombre de couleurs confondues, à chaque étape, je veux rajouter toujours grand S boules dans mon urne. Donc, dans le premier exemple, si vous vous souvenez de l'image, je rajoutais toujours 3 boules dans l'urne. Voilà. Là, c'est exactement ça. Je veux que mes mesures de remplacement, elles aient toutes masse 1. Bon, évidemment, je pourrais choisir n'importe quelle masse, mais du coup, je mets 1, sans perte de généralité. Donc ça, c'est une condition qui est un peu embêtante, mais on est obligé de la faire pour cet exposé. Ensuite, l'hypothèse qui est dure à démontrer peut-être, c'est que je vais demander que ma chaîne de Markov compagnon soit ANB ergodique avec une certaine limite. Okay. Et ensuite, alors vous voyez, j'ai une espèce d'hypothèse sur mes suites AN et BN. Donc c'est une espèce d'hypothèse de régularité. Elle est assez facile à vérifier une fois que vous connaissez les AN-BN. Donc voilà, vous voulez que BN plus X racine de N plus une petite variation moins BN divisé par N, ça dépend que de X, et selon une fonction f qui est mesurable en X. Voilà. Et pareil pour AN, donc une espèce de condition de régularité, et vous avez des limites f de X et g de X. On va faire un exemple, je vous rassure tout de suite, mais déjà je vous dis qu'est-ce qu'on peut en conclure maintenant. Donc sous toutes ces hypothèses, vous avez réussi à montrer tout ça, et bien votre processus de Polya à valeur mesure converge en probabilité, à renormalisation près. Donc évidemment, je le divise par n, parce que sa masse, c'est à peu près n, puisque mon urne est équilibrée, et je le recentre et je le dilate un peu. Donc là, ça fait peut-être un peu peur, cette notation, mais tout simplement, si xn, c'est une variable aléatoire de loi mn, alors xn moins b de log n divisé par a de log n, c'est une variable aléatoire de distribution, cette chose-là. Donc ça fait pas trop peur, en vrai. Et donc, je veux que cette distribution, donc mon histogramme, si vous voulez, ma densité, converge vers une distribution en probabilité selon la topologie faible. Et donc c'est ce que j'ai montré, c'est la conclusion de mon théorème, et cette distribution nue, c'est la distribution de gamma fois g de lambda plus f de lambda, où g et f, c'est les fonctions qui ont été définies par les suites à n et bn, et où lambda, c'est tout simplement une normale 0,1, et gamma, c'est une loi qui suit la loi limite de votre chaîne de Markov compagnon. Et elles sont indépendantes.
Donc c'est la conclusion. Alors on va faire des exemples. Déjà, pour les urnes à des couleurs, qu'est-ce que ça donne mon théorème? Eh bien, ça donne exactement le théorème d'Atreya, donc le vecteur de composition divisé par n converge vers le premier vecteur propre, mais seulement en probabilité, alors qu'Atreya, il avait convergence presque sûre. Donc ça, c'est un petit peu décevant, mais en fait, on ne peut pas vraiment faire mieux, on va discuter ça plus tard. Et en fait, le message de cet exposé, si vous voulez, c'est que, de ce théorème, c'est que vous allez tous là, dans la salle, penser à votre chaîne de Markov ergodique préférée, voilà, sur votre espace polonais préféré. Eh bien, vous prenez son noyau, et puis son noyau vous définit les matrices de remplacement associées à un processus de poly-A convergent. Voilà. Alors moi, je vais prendre ma chaîne de Markov ergodique préférée. C'est tout simplement la marche aléatoire simple. Voilà. Donc, donc vous imaginez, je prends tout simplement comme mesure de remplacement Rx, je prends la distribution de x plus une variable aléatoire delta. Et cette variable aléatoire delta, je la prends sympathique, elle a une moyenne et une variance finie. Et je vais vous montrer qu'on peut calculer les fonctions f de x, g de x et la limite de ma chaîne de Markov très facilement, puisque ma chaîne de Markov maintenant, donc je l'ai écrite là, mais c'est tout simplement une marche aléatoire simple d'incrément delta. Okay, donc c'est une somme de delta i, où les delta i sont id, de moyenne m et de variance sigma. Le théorème central limite me donne gratuitement que ma chaîne de Markov est AN BN ergodique de limite Lannoy normale de AN racine de n et de BN mm. Maintenant, j'ai une expression pour AN et BN. Je vous ai mis ici les détails, mais c'est vraiment très très facile de trouver que f de x c'est mx et g de x c'est 1. Donc j'applique mon théorème, et je vous ai même mis un petit dessin pour qu'on voit un peu ce que ça veut dire vraiment ce théorème. Mon théorème implique ça, très bien. Ça veut en gros dire que quand n est grand, ma mesure de composition, divisée par n, ressemble à une gaussienne centrée en m log n et d'écart-type m2 plus sigma 2 log n racine. Okay, donc grosso modo, ma petite densité, elle va converger vers cette forme-là. Donc c'est vraiment ça que le théorème vous dit. En probabilité, vous avez cette convergence-là. Alors, on a fait le petit exemple, mais alors en pratique, je n'ai pas choisi cet exemple au hasard, ni parce que c'est ma chaîne de Markov ergodique préférée. Je l'ai choisi parce que pour cet exemple-là, en fait, on peut faire mieux que la convergence en probabilité. Si je suppose en plus que vraiment ma variable aléatoire delta, elle est vraiment gentille, d'accord, donc voilà, elle a des moments exponentiels, alors je peux montrer que la convergence tient presque sûrement. Et donc on peut le faire dans certains cas particuliers, mais peut-être pas tout le temps. Et alors j'aimerais vous énoncer un corollaire intéressant de ce théorème-là, de cette convergence presque sûre, qui a à voir avec l'arbre récursif aléatoire ou RRT. Alors je vais vous définir ce que c'est que cet arbre, le RRT. C'est assez simple. Vous commencez avec une racine et on va rajouter les nœuds dans l'arbre un par un. Donc le premier nœud arrive, il s'accroche à la racine. Ensuite, je vais choisir un de ces deux nœuds uniformément au hasard. Donc ici, avec probabilité 1,5, je tire la racine, avec probabilité 1,5, je tire l'autre. Et je rajoute un troisième nœud qui s'attache soit à l'un, soit à l'autre, selon celui que j'ai tiré au hasard. J'ai tiré au hasard la racine, mon troisième nœud, ça rajoute comme un fils de la racine. Je tire au hasard selon probabilité 1/3, je tire celui-là, je rajoute un fils, etc. Un quart, je choisis celui-là, je rajoute un fils. Je m'arrête quand il y a n nœuds et j'obtiens l'arbre aléatoire récursif, le RRT, n. Ok. Eh bien, figurez-vous que si j'applique ce théorème en choisissant delta, la variable qui est presque sûrement égale à 1, donc, voilà, donc ma chaîne de Markov compagnon, c'est une marche aléatoire qui fait toujours plus 1. Eh bien, la mesure mm correspond au profil du RRT. Donc le profil, c'est tout simplement la mesure empirique des hauteurs des nœuds. Je vous l'ai dessiné ici pour cet arbre très simple. C'est tout simplement l'histogramme qui vous dit à hauteur 0, j'ai un nœud, à hauteur 1, j'ai deux nœuds, à hauteur 3, j'ai deux nœuds, j'ai deux nœuds aussi. Voilà, donc le profil, c'est la mesure de probabilité qui est associée à cet histogramme pour tout n. Voilà. Eh bien, ce profil, renormalisé comme il faut, converge vers la loi normale 0,1. Et ça, bon, pareil, c'est intéressant. Et en fait, ça a déjà été fait pour d'autres arbres aléatoires, donc notamment pour l'ABR, et aussi pour l'arbre à attachement préférentiel, et d'autres arbres. Voilà, donc c'est super d'avoir ce petit corollaire gratuitement.
Voilà, donc en gros, je vous ai résumé dans cette longue introduction les deux théorèmes qu'on a démontrés. Donc le cas général, c'est convergence en probabilité de notre processus de Pauli à valeur mesure. Et puis dans un cas particulier, qui correspond à la marche aléatoire simple, on peut montrer convergence presque sûre. Alors en vrai, je vais m'arrêter ici un peu. Il y a un troisième théorème dans l'article dans lequel on s'autorise à retirer des boules aussi. Mais j'ai vraiment pas envie, j'ai pas le temps. Mais si vous voulez me poser des questions après, venez. J'aimerais très rapidement, vous donner des idées sur la preuve du premier théorème. Et pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que j'ai envie de vous montrer pourquoi le RRT apparaît. Donc on va essayer de voir ça. Donc, je vais coupler mon processus avec une chaîne de Markov branchante sur le RRT. Alors vous allez voir, c'est juste des dessins. J'écris ma mesure Mn comme M0 plus la somme de toutes les mesures que j'ai rajoutées. Donc au temps I, j'ai rajouté la mesure de remplacement associée à la couleur xi, qui est celle que j'ai tirée au hasard. Pour la preuve, je vais supposer que cette mesure M0 elle a masse 1. En pratique, il faudra que je généralise à la fin, on ne le fera pas pendant l'exposé. Mais si je fais ça, ça veut dire que toutes ces mesures-là, ce sont N mesures, toutes de masse 1. Très bien. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au temps I, au lieu de tirer au hasard une couleur selon cette distribution, je vais décider uniformément au hasard laquelle de ces N mesures je vais utiliser, puis je vais tirer une couleur selon cette mesure que je viens de choisir. Et on va le faire sur un dessin. Au temps 0, j'ai la masse M0 dans l'urne. Bon, j'ai pas beaucoup de choix, je vais tirer selon cette distribution, et je vais tirer une couleur xi1 que je mets dans mon arbre comme un enfant de cette mesure, parce que j'ai tiré selon cette mesure. Maintenant, j'ai le choix, soit je tire selon M0, soit je tire selon la mesure de remplacement associée à xi1. Okay, et ça, avec probabilité 1,5. Je vais choisir soit l'une, soit l'autre. Donc je choisis un de mes deux nœuds avec probabilité 1,5, la racine, et je tire une couleur au hasard selon la distribution M0. Et donc je le mets en enfant. Ensuite, avec probabilité 1/3, je choisis une de ces trois mesures, celle-ci, et je tire une couleur selon R de xi2. Et du coup, comme j'ai tiré selon cette distribution, je mets cette nouvelle couleur dans un enfant, et ainsi de suite. Donc vous avez peut-être vu, on va regarder ce que c'est cet objet que j'obtiens à la fin. J'ai fait encore une fois. Vous avez peut-être vu que l'arbre sous-jacent, si j'oublie complètement les couleurs, c'est le RRT, parce qu'à chaque étape, j'ai tiré un nœud uniformément au hasard. Maintenant, si je regarde les étiquettes, l'étiquette de la racine, c'est M0, c'est un des paramètres de mon modèle, très bien. Selon chaque branche, mes couleurs évoluent exactement comme la chaîne de Markov compagnon, parce que la couleur qui est ici, je l'ai tirée selon la distribution R de xi2, c'est exactement une chaîne de Markov compagnon. Selon chaque branche, vous avez une chaîne de Markov compagnon. Donc voilà, donc selon cette branche-là, j'ai une chaîne de Markov compagnon, selon cette branche-là, j'ai une chaîne de Markov compagnon. Pardon, j'ai pas très bien compris. C'est conditionnellement à l'arbre. Ouais, donc tu as tiré ton arbre, RRT, et tu veux l'étiqueter maintenant. Et la façon dont tu l'as étiqueté, c'est que sur chaque branche, tu as mis une chaîne de Markov compagnon. Et évidemment, il y a des dépendances entre elles, mais les dépendances sont données par la structure de l'arbre. Donc ces deux branches-là, la branche violette et la branche rouge, elles dépendent l'une de l'autre juste à cause de xi2. Donc en gros, je vous ai dit que mon urne de Polyas n'est rien d'autre qu'une chaîne de Markov branchante sur le RRT. Donc c'est un autre objet, mais c'est la même chose. Donc, ce que je peux dire, c'est que vous oubliez tout à propos de l'urne et vous faites juste une chaîne de Markov branchante sur le RRT et vous dites, ben voilà, l'objet qui m'intéresse, c'est la somme sur tous les nœuds du RRT de la mesure de remplacement associée à l'étiquette de mon nœud. Très bien. Bon, évidemment, il y a la racine qui gêne un peu, mais bon, c'est pas très grave. On va faire la même astuce que tout à l'heure. Ça, là, c'est une somme de mesures qui sont toutes de masse 1. Donc, en gros, n-1 fois mn, c'est pareil que de tirer un nœud uniformément au hasard dans mon arbre, que j'appelle UM, et de regarder la mesure de remplacement associée à l'étiquette de UN. D'accord ? C'est juste dire que là, j'ai tiré une de ces mesures uniformément au hasard. Donc j'ai tiré un nœud uniformément au hasard. Il y a une petite astuce à la racine, de dire que R de l'étiquette de la racine, c'est M0. Très bien. Donc autrement dit, j'ai changé mon problème. Maintenant, je veux tirer un nœud uniformément au hasard dans le RRT, et regarder la mesure de remplacement associée à l'étiquette de ce nœud, selon une chaîne de Markov branchante. Eh bien, j'ai envie de vous faire sentir pourquoi il y a le log n là. Il y a le log n parce que la hauteur d'un nœud uniforme dans le RRT, vous le savez peut-être, c'est déjà connu, c'est log n
Et du coup, ce lambda-là, qui arrive aussi dans la limite, ce n'est rien d'autre que celui-là. En pratique, la preuve est un peu plus compliquée, mais c'est vraiment ça l'idée. Très bien, donc la morale de l'histoire est la suivante. On a défini les processus de Polya à valeur mesure. C'est une extension que je trouve naturelle des ions de Polya, je l'espère vous aussi. On a montré qu'en fait, ce processus, ce n'est rien d'autre qu'une chaîne de Markov branchante sur le RRT. Et puis, on utilise les propriétés sympas du RRT qu'on connaît déjà pour montrer des choses. Et donc, le message, si vous voulez, c'est qu'une bonne généralisation des ions de Polya, ce sont les chaînes de Markov branchantes sur le RRT. Donc en conclusion, on a réussi à généraliser les ions dans une infinité de couleurs, et même non dénombrable de couleurs, donc c'est plutôt chouette. On a montré convergence en probabilité, et même convergence PS dans certains cas. Alors évidemment, il y a plein de problèmes ouverts, hein. Donc notamment dans quel cas est-ce qu'on a convergence PS, dans quel cas on ne l'a pas. Ce serait une question intéressante. Que peut-on faire dans les cas non équilibrés? Et aussi, est-ce qu'on peut montrer plus que la convergence? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les variations autour de la limite? Voilà, puis je crois que mon temps est écoulé, donc merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Tu nous as pas un peu arnaqué, là, tu nous as dit que tu retrouvais à l'ordre 1 le théorème de convergence de UN sur N qui converge vers V1, mais l'hypothèse d'ergodicité que vous avez dans votre théorème, ça oblige l'urne à être petite, si je ne m'abuse. Puisqu'on veut pas que on veut que rien ne dépende des conditions initiales, asymptotiquement. Non, parce qu'une chaîne de Markov, elle est toujours... C'est juste que si ta matrice de remplacement est irréductible, ça implique que ta chaîne de Markov sur ton ensemble 1, 2, 3D est ergodique. Du coup, c'est gratuit, c'est donné par le fait que la chaîne... Tu remets ton hypothèse d'ergodicité, alors? Ouais. Donc ta chaîne de Markov sur ton ensemble 1D, elle n'est pas renormalisée. Donc du coup, là, c'est un peu plus simple l'ergodicité. Voilà. Donc c'est juste que Qn converge en loi vers gamma et il ne faut pas que gamma dépende de la distribution initiale. Mais ça, sur un ensemble fini de couleurs, enfin, si tu as une chaîne de Markov sur un ensemble fini, avec une matrice de transition qui est irréductible, ta matrice de transition, c'est tout simplement R, hein, renormalisée, et ben c'est toujours vrai. Grande ou petite, là, vraiment, n'importe. Parce que de toute façon, on ne s'intéresse pas aux variations, au théorème central limite. Donc pour la convergence, pour la convergence du premier ordre, ça marchera toujours pour les matrices irréductibles. Ok. D'autres questions? Ça fait faire du sport au chairman. Ouais, alors ça va pas être très précis, mais est-ce que vous avez essayé de faire ça à temps continu, quoi? Donc faire un espèce de super processus sur les mesures où à chaque fois vous changez la distribution de manière infinitésimale? Non, on n'a pas essayé, mais c'est... En fait, on a un peu essayé parce que en temps... Donc Atreya, il fait du temps continu. Et du coup, on s'est dit, si on veut montrer des choses genre Atreya, et notamment si on veut essayer d'avoir une convergence PS ou des trucs comme ça, il faudrait qu'on essaye. Donc c'est pas évident, voilà, on n'a pas réussi en une demi-heure, mais je pense que ce serait intéressant à faire. Voilà. Ok, merci, on te remercie une nouvelle fois. Merci.